Mes parents ont pris le parti de ma sœur, m'ont effacé du voyage que j'avais aidé à financer. Alors j'ai tout repris. Et ce qui s'est passé à leur retour les a laissés sous le choc. Ma grande sœur Élodie, 28 ans, a été l'enfant chéri depuis sa naissance. Franchement, si on pouvait gagner des prix pour être l'enfant préféré, elle aurait déjà une étagère pleine de trophées. En grandissant, tout ce que faisait Élodie était parfait. Elle pouvait rater un gâteau, et mes parents la traitaient de génie culinaire. Moi, je pouvais réussir un contrôle haut la main. Et tout ce que j'entendais, c'était « C'est bien Camille, tu as entendu qu'Élodie vient d'être promue capitaine de son équipe. » Pour être honnête, Élodie n'est pas une personne horrible, du moins. Pas tout à fait. C'est juste Élodie. Elle entre dans chaque pièce comme si tout lui appartenait, et mes parents la traitent comme une reine. Elle est intelligente, elle réussit tout, et elle laisse marier à Marc son homme de main qui la suit partout. Tous les deux, c'est un peu comme un compte Instagram de couple parfait, tout est beau en apparence, mais grattez un peu et on découvre beaucoup d'égoïsme. Tout a commencé l'été dernier quand je suis rentré de l'Université de Lyon pour les vacances. J'étais déjà épuisé à force de jongler entre 2 petits boulots et mes cours. L'université coûte cher et mes parents m'aident un peu, mais rien à voir avec ce qu'ils faisaient pour Élodie. Pour elle, ils ont payé la chambre universitaire, donné de l'argent de poche, même acheté une voiture. Pour moi, c'est plutôt « bonne chance Camille et débrouille-toi ». Je suis rentré à la maison espérant quelques semaines tranquilles. À peine la porte franchie, j'ai senti l'effet Élodie. Maman m'a serré dans ses bras 2 secondes avant de filer à la cuisine, sûrement pour vérifier un plat spécial. Papa m'a tapoté le dos et a disparu dans le salon. Puis Élodie est arrivée rayonnante, comme si tout lui appartenait, suivie de Marc, qui portait leur bagage. Ils allaient rester toute la semaine apparemment. « Coucou petite sœur », a lancé Élodie avec son sourire parfait. « Salut Élodie », ai-je répondu en forçant un sourire. Marc m'a fait un signe de tête. Il n'est pas méchant, juste là il suit Élodie comme un petit chien d'accord avec tout ce qu'elle dit. Le dîner, ce soir-là, c'était du pur Élodie. Maman a sorti la belle nappe en dentelle, celle qu'elle n'utilise que quand Élodie est là, et a préparé un repas 3 plats. Je n'exagère pas. Pour Élodie, c'était steak et légumes rôtis pour moi. Il reste des restes dans le frigo Camille. Au milieu du repas, Élodie a fait son annonce posant sa fourchette comme pour un discours important. Marc et moi, on se disait que Noël approche et on a beaucoup travaillé. On mérite une petite pause. Et on s'est dit quoi de mieux qu'un voyage en famille à Nice. Maman a applaudi comme une enfant. « Oh, Élodie, quelle merveilleuse idée, n'est-ce pas, chérie? » Papa a hoché la tête. « Excellente idée, ma chérie. » Je mâchais mes haricots verts, attendant qu'on me demande mon avis. Puis Élodie s'est tournée vers moi, son sourire devenant mordant. « Camille, tu penses pouvoir te le permettre, ou il faut que ta grande sœur paye ta part? » La pièce est devenue silencieuse, même Marc s'est arrêté de manger. J'avais chaud aux joues, mais j'ai gardé ma voix calme. « Je peux gérer, merci. » Élodie a haussé un sourcil. « Tu es sûr? Ce sera environ 5 000 € par personne, trains, hôtels, activités. Tout s'additionne. Je ne veux pas que tu te sentes exclu si tu ne peux pas suivre. » J'ai failli m'étouffer. 5 000 €, c'était plus que toutes mes économies réunies. Je gagnais à peine le SMIC avec mes petits boulots. Mais je préférais manger des nouilles pendant 6 mois plutôt que d'accepter la charité d'Élodie. « Je peux gérer », ai-je répété. « D'accord si tu le dis », a-t-elle répondu, haussant les épaules, se détournant totalement de moi pour continuer avec les parents. Ils parlaient déjà de ce superbe hôtel en bord de mer, tout compris bien sûr avec spa, et Marc avait trouvé un tour d'hélicoptère à faire absolument. Maman était surexcitée. « Ça a l'air incroyable, Élodie, on n'est jamais allé à Nice. » Papa opinait. « Vous avez toujours de si bonnes idées. » Élodie souriait comme si elle venait de gagner un prix. « Tu sais, Marc et moi avons l'habitude d'organiser les choses. C'est le lot quand on dirige le bistrot d'Élodie. » Elle en profitait toujours pour parler du restaurant. « C'est beaucoup de travail, mais ça paye, nos clients sont fidèles. Les avis sont excellents, on vient d'embaucher un nouveau chef. » Maman s'extasiait. « Camille, tu devrais prendre exemple sur ta sœur, elle est tellement motivée, tu pourrais apprendre d'elle à te fixer des objectifs et t'y tenir. »
J'ai tellement serré les dents que j'en avais mal. Tout le reste du repas a été pareil, Élodie, qui parle de ses réussites, maman et papa pendus à ses lèvres, moi à côté, figurante, dans leur pièce de famille parfaite. Après le dîner, Élodie m'a coincé dans le couloir. « Tu viens vraiment ou tu vas encore te désister à la dernière minute parce que c'est trop cher? »« Je viens, » ai-je dit poing serré. Elle a eu ce petit sourire en coin. « Bien, je ne voudrais pas que tu rates Anata. Juste, ne te fais pas honte, ok? C'est Nis, tu ne veux pas être celle qui mange des sandwichs pendant que nous profitons du reste? » Je n'ai pas répondu. J'ai juste hoché la tête et suis parti déjà en train de planifier comment j'allais lui prouver qu'elle avait tort. C'était la dernière chose qu'elle m'a dite ce soir-là. J'ai passé la soirée dans ma chambre censée réviser, mais surtout à ruminer. Toute la personnalité de ma sœur était basée sur le fait de me rabaisser et personne ne lui faisait jamais aucune remarque. Chaque mot était une vantardise ou une pique déguisée. J'étais décidé à économiser pour ce voyage à Nice, non seulement pour lui prouver qu'elle avait tort, mais parce que j'en avais marre d'être traité comme la pauvre qui ne mérite pas sa place. Ce dîner m'avait ramené à mes 10 ans. Rien n'avait changé maman, qui acquiesce papa fier, et ce sentiment d'être invisible. Élodie était toujours l'enfant préféré. Il y a 5 ans entre nous, mais on aurait dit 50 tellement la différence était grande dans le regard de nos parents. Ils ne le disaient pas, mais leurs actes parlaient d'eux-mêmes. Ils croyaient en elle. Heureusement qu'il y avait Papy André. Le seul à me faire sentir que je comptais. Pendant qu'Élodie menait tout le monde à la baguette. Papy me traitait comme si j'étais aussi importante, qu'elle peut-être même plus. À chaque réunion de famille, il me glissait un billet de 20 € dans la main en murmurant « Ne laisse pas ta sœur t'éclipser, ma grande. Tu es spéciale, toi aussi. » Papy avait réussi tout seul. Il avait cette grande maison rue Victor Hugo, une véranda, un jardin immense. C'était de mon endroit préféré quand j'étais petite. On passait des heures sur la balançoire à écouter ses histoires de business ou de rencontres avec mamie. Élodie trouvait la maison vieillotte démodée, mais pour moi, c'était la perfection. La peinture s'écaillait par endroits, le parquet grinçait, mais c'était chez moi bien plus que la maison de mes parents. Quand Papy est décédé pendant ma première année à la fac, ça m'a anéanti. J'étais dans ma chambre universitaire quand maman a appelé, la voix tremblante, « Papy est parti !» Je n'ai même pas pu répondre. J'avais l'impression que le sol s'effondrait. Les funérailles étaient simples, comme il les aurait voulues. Le ciel menaçait tout le monde était là, Élodie, dans une robe noire hors de prix, accrochée à Marc-Maman et papa aux petits soins pour elle. Moi, j'étais au fond totalement à côté de la plaque, même pour l'enterrement de mon propre grand-père. Après la cérémonie, on est allé chez le notaire pour la lecture du testament. Je n'attendais rien. Papy ne montrait jamais sa richesse, et je pensais que tout reviendrait à maman et papa. Mais quand le notaire a commencé à lire, j'ai vu à quel point Papy avait tout prévu. À ma fille Isabelle, je lègue la somme de 25 000 €. Maman a hoché la tête mouchoir à la main, comme si elle s'y attendait. À ma petite fille Élodie, je lègue 50 000 €. Les yeux d'Élodie se sont illuminés, elle a chuchoté à Marc, sûrement déjà en train de planifier comment dépenser tout ça. Puis le notaire s'est tourné vers moi. À ma petite fille Camille, je lègue ma maison de la rue Victor Hugo, avec tout ce qu'elle contient et le terrain alentour. Silence total. Élodie a été la première à réagir. Attends quoi, Camille hérite de la vieille maison? Elle a éclaté de rire comme si c'était la blague du siècle. Super! Profite bien, Camille, tu pourras peut-être la vendre et t'acheter enfin des fringues potables. Maman l'a reprise, mais sans réelle conviction. Élodie, ne sois pas impolie. Mais elle souriait. Je n'ai rien dit, j'étais sous le choc. D'un côté, j'adorais cette maison, c'était mon refuge. Savoir que Papy me l'avait confiée, c'était comme s'il croyait encore en moi-même après son départ. Mais d'un autre côté, j'étais une étudiante fauchée entretenir une maison. Ce n'est pas donné, rien que les impôts fonciers me faisaient peur. Malgré tout, j'ai remercié le notaire, pris les clés et me suis promis de ne pas décevoir Papy. Les mois suivants, j'ai commencé à aller à la maison aussi souvent que possible. Elle n'était pas en super état. Il y avait des tuyaux à réparer une petite fuite au toit, mais on sentait encore la présence de Papy. Ses cannes à pêche étaient toujours dans le coin du salon.
Son fauteuil en cuir préféré n'avait pas bougé. Bien sûr, Élodie ne pouvait pas s'en empêcher. À chaque visite, elle balançait une remarque. « Tu devrais la vendre, tu sais, cette maison. Tu ne pourras jamais la rénover, franchement, c'est un taudis. » Je me mordais la langue. Puis soudain, elle a voulu y habiter. Oui, la même maison qu'elle critiquait. Avec Marc, on pensait rester ici quelque temps, le temps de régler 2-3 trucs avec le bistrot d'Élodie. Mon estomac s'est noué. Je connaissais ce ton, ce n'était pas une question, c'était un fait déguisé. Je ne sais pas, ai-je commencé, essayant de rester neutre. Ce sera juste le temps que ça s'arrange, s'est-elle empressée d'ajouter sourire parfait aux lèvres. Marc, derrière, opinait comme un figurant. Juste 2 mois grand max. Avant même que je puisse répondre, maman a lancé depuis la cuisine. « Oh Camille, ne sois pas égoïste. Ils ont tellement de choses à gérer, tu devrais vouloir aider ta famille. » Je me suis senti piégé. D'un côté, je ne voulais pas d'eux ici. Partager un espace avec Élodie, c'est comme être coincé dans une compétition permanente. D'un autre côté, refuser ferait de moi la méchante. Le ton culpabilisant de maman a fini le travail. « D'accord, » ai-je lâché sourire forcé. « Vous pouvez rester. » Au début, ce n'était pas si terrible. Ils restaient dans leur coin. Mais les semaines sont devenues des mois, et bientôt, ils avaient pris le contrôle de toute la maison. Marc a rempli le garage d'outils qu'il n'utilisait jamais. Élodie a remplacé le vieux fauteuil de papy par une horreur hors de prix, soi-disant moderne, et a réorganisé la cuisine comme chez elle. Le pire, c'est qu'ils ne payaient pas 1 centime de loyer. Quand j'en ai parlé à mes parents, ils m'ont balancé. « La famille s'entraide, Camille. » Maman a dit. Comme si ça devait effacer ma frustration. Je me répétais que ce n'était que temporaire qu'ils finiraient par partir. Mais au fond de moi, je savais qu'avec Élodie, personne ne lui disait jamais non, même pas moi. Pendant que je révisais mes partiels dans mon minuscule studio universitaire, ma sœur et son mari vivaient gratis dans ma maison. À chaque retour, je devais demander la permission pour entrer dans ce qui m'appartenait légalement. Revenons à maintenant. Après ce fameux dîner d'été, j'ai bossé comme une folle pour économiser pour le voyage à Nice. Entre mon job au café du campus le matin et des heures à la bibliothèque le soir, je dormais à peine. Je me nourrissais de nouilles instantanées et de barres de céréales bon marché. Je n'ai rien acheté de neuf pendant des mois. Mais je m'en fichais, j'étais déterminé à partir, ne serait-ce que pour prouver à Élodie que je n'étais pas la ratée qu'elle croyait. Fin novembre, j'avais enfin réuni les 5 000 €. Ce n'était pas facile, mais voir cette somme sur mon compte, c'était une vraie victoire. Un soir, Élodie m'appelle, le ton sec, comme si elle me rendait service rien qu'en décrochant. « On doit finaliser les réservations, tu as ta part. »« Oui, » ai-je dit en ouvrant déjà mon appli bancaire. « Parfait, transfère-la-moi ce soir, je ne veux pas que les prix montent. » Je lui ai envoyé l'argent immédiatement, la main tremblante. Voir mon compte retomber à 2 chiffres, ça m'a donné des sueurs. Mais ça en valait la peine, j'allais enfin à Nice. Le 23 décembre, la maison bourdonnait d'excitation. Enfin, surtout maman et Élodie. Moi, j'essayais juste de suivre. Élodie parlait déjà de toutes les activités prévues, croisière, plongée spa, même des tenues assorties pour les photos de famille. La veille du départ, j'ai fait ma valise partagée entre excitation et soulagement. Après tout ce que j'avais enduré, j'avais enfin l'impression d'avoir mérité ce voyage. Mais le lendemain matin, l'ambiance a changé. Papa et maman étaient étrangement silencieux, évitant mon regard. Élodie et Marc faisaient comme si de rien n'était, mais avec ce faux naturel des gens qui cachent quelque chose. Au petit déjeuner, Élodie a pris la parole, voix sérieuse mais faussement compatissante. « Avant de partir, il faut qu'on parle. » Mon mère est un... Je pose ma fourchette, déjà mal à l'aise. « De quoi ?» Elle lance un regard à Marc qui hoche la tête comme s'il avait répété. Le bistrot d'Élodie traverse une période difficile. Les chiffres ne sont pas bons et le voyage coûte plus cher que prévu. On a dû ajuster le budget. Je ne comprenais rien, l'ambiance a changé. « Quel genre d'ajustement ?» ai-je demandé. Elle a étiré son mot comme pour adoucir le coup. « On a décidé que ce serait mieux si tu ne venais pas.
Ta contribution sert à couvrir nos frais. » Je la fixais attendant qu'elle éclate de rire, mais non, elle était sérieuse. « Quoi ?» ai-je fini par dire. Élodie a soupiré comme si c'était dur pour elle. « Ce n'est rien de personnel, Camille. C'est juste que Marc et moi n'avons jamais eu de vraie lune de miel et ce voyage est vraiment important pour nous. Tu comprends, non? » « Attends, » ai-je dit la voix tremblante. « J'ai déjà payé ma part. J'ai bossé des doubles shifts pendant des mois pour ça. » Maman a pris le relais voix douce, comme si elle s'adressait à une enfant. « Camille, tu dois comprendre. Élodie et Marc sont très stressés avec le restaurant. Ce voyage, c'est pour qu'ils se ressourcent. La famille s'entraide. Mais moi aussi, je suis de la famille. » Ai-je haussé le ton. « J'ai payé comme tout le monde. Pourquoi je suis la seule à rester? » Papa a évité mon regard, le nez dans sa tasse. Élodie a haussé les épaules. La vie n'est pas toujours juste C. Et puis, il faut bien quelqu'un pour surveiller la maison. Voilà. C'était ça leur justification pour me voler mon argent et m'exclure du voyage. J'étais tellement en colère que je voyais flou. Mais j'ai vite compris qu'argumenter ne servirait à rien. Papa et maman étaient comme toujours du côté d'Élodie. Je suis monté dans ma chambre. J'ai passé la journée à écouter les valises se fermer, les derniers préparatifs. Personne n'est venu me voir, même pas maman. Le soir, j'avais pris ma décision. Le matin du départ, je me suis levé tôt et je les ai rejoints sur le perron. Élodie était radieuse, parlant déjà des commodités de l'hôtel et des moments Instagram à venir. Marc, fidèle à lui-même silencieux, rangeait les sacs. « N'oublie pas d'arroser les plantes, » a dit maman en montant dans le taxi. « Et de relever le courrier tous les jours. » Élodie s'est penchée par la fenêtre sourire carnassier. « On t'enverra des photos pour que tu ne te sentes pas trop seule. » Elle a ri en agitant la main. J'ai souri, bien joué mon rôle. « Bon voyage », ai-je lancé, alors que le taxi s'éloignait. Dès qu'ils ont tourné au coin, j'ai laissé tomber le masque. Il était hors de question qu'ils s'en sortent comme ça, et je savais exactement quoi faire. J'ai pris mes clés à effoncer à la maison de Papy M.A. Maison. Toute l'année, j'avais fermé ma bouche pendant qu'Élodie et Marc traitaient mon héritage comme leur royaume personnel. Mais après le coup du voyage à Nice, c'était fini d'être gentil. En passant la porte, tout m'a semblé irréel. La maison ne ressemblait même plus à celle de Papy. Élodie avait tout changé. Meubles rideaux, l'ambiance chaleureuse de mon enfance avait disparu, remplacée par du gris et du blanc froid. Même les murs n'étaient plus les mêmes. J'ai pris un moment, puis je me suis mise au travail. J'ai pris toutes les valises et cartons que j'ai pu trouver. Élodie et Marc avaient laissé plein de choses, probablement persuadés que personne n'oserait y toucher. Pièce par pièce, j'ai méthodiquement emballé leurs vêtements de luxe, leurs décos hors de prix, même les petites bibelots qu'Élodie avait éparpillés partout pour s'approprier la maison. Le bureau de Papy a été le plus dur. Avant, c'était ma pièce préférée avec son fauteuil en cuir et ses étagères de livres. Maintenant, il y avait les affaires de Marc, des outils, des piles de papier, des horreurs d'art moderne, qui n'allaient avec rien. J'ai trouvé leurs documents importants, je les ai emballés aussi. Je n'allais rien jeter, mais je n'allais rien laisser ici non plus. S'ils voulaient récupérer leurs affaires, ils pouvaient aller les chercher au garde-meubles. Quand j'ai eu fini, le salon débordait de cartons et de valises. C'était presque satisfaisant de voir tout ça empilé. Comme si je reprenais enfin le contrôle de ce qu'on m'avait volé. J'ai appelé une société de déménagement. Oui, c'était à la dernière minute, oui, la veille de Noël, mais il fallait tout sortir au plus vite. Ils m'ont facturé le triple du tarif normal, même pas sourcillé. « Faites-le », ai-je dit. En attendant les déménageurs, j'ai refait le tour de la maison. Avec toutes les affaires d'Élodie et Marc emballées, ça ressemblait à nouveau à la maison de Papy. Ses cannes à pêche étaient toujours dans le garage, la vieille table de cuisine bancale était encore là. Pour la première fois depuis des mois, je respirais. Les déménageurs sont arrivés, ont tout chargé en 1 heure. La maison était vide de toute trace d'Élodie et Marc. Après leur départ, j'ai appelé un serrurier 24h24. Pas question de prendre des risques. Élodie et Marc avaient encore les clés. Le serrurier est venu avant le coucher du soleil. Quand il a eu fini, toutes les serrures étaient changées. « Besoin d'autre chose ?» a-t-il demandé en rangeant ses outils. « Non, c'est tout », ai-je dit en lui donnant un pourboire. « Merci d'être venu aussi vite. » Maman a... Il est parti.
Je suis resté là sur le seuil à regarder la rue silencieuse. Pour la première fois depuis longtemps, la maison m'appartenait vraiment. Ce soir-là, je me suis préparé un dîner simple, assise à la vieille table de cuisine. Ce n'était pas luxueux, mais c'était juste. J'entendais presque la voix de papy dans ma tête me raconter ses souvenirs d'enfance ou donner un conseil. « Tu as bien fait, ma grande », l'imaginais-je dire. Après manger, je suis allé au salon et me suis installé dans le seul meuble que j'avais refusé de laisser. Élodie remplaçait le fauteuil de cuir de papy. Vieux, usait le coussin un peu affaissé, mais toujours le meilleur siège de la maison. J'ai sorti mon téléphone, jeté un œil à Instagram. Pas surpris, Élodie postait déjà des photos de Nice. Elle allongée près de la piscine, Marc à côté tous deux souriant, comme s'ils ne m'avaient pas laissé seul. « Profitez de la vie », disait la légende. J'ai levé les yeux au ciel. Hors de question de la laisser gâcher ce moment. J'ai commencé à faire un plan. Il ne s'agissait pas juste de virer leurs affaires et changer les serrures. Je voulais vraiment reprendre le contrôle de ma vie. J'ai rédigé un mail à une agence immobilière dont j'avais entendu parler. Si Élodie et Marc ne respectaient pas que c'était chez moi, je trouverais des locataires qui le feraient. Quand j'ai eu fini, il était tard. J'étais épuisé, mais pour la première fois depuis des mois, j'ai eu envie de dormir. Je suis monté dans mon ancienne chambre, la seule pièce qu'Élodie n'avait pas touchée, me suis effondré sur le lit. Les étoiles phosphorescentes collées au plafond avec papy, quand j'étais petite, étaient encore là pâles, mais rassurantes. En m'endormant, j'ai ressenti une vraie satisfaction. Pour une fois, je n'avais pas laissé Élodie me marcher dessus. C'était ma maison, mon héritage, ma vie, et je la reprenais en main. Je n'attendais que de voir leur réaction au retour. J'étais prête à tout cette fois, j'en avais assez. Comme prévu, le lendemain de Noël, mon téléphone n'a pas arrêté de vibrer. D'abord, quelques textos de maman, puis de papa, ce qui est rare. Enfin, Élodie a enchaîné les messages de l'agacement à la fureur pure. Je n'ai rien répondu. Mais quand les appels se sont succédés, maman, Élodie, maman, encore puis papa, j'ai su que je ne pourrais pas éviter ça éternellement. J'ai soufflé poser mon café, décroché au suivant. « C'est quoi ce bordel ?» La voix d'Élodie hurlait dans le haut-parleur avant même que je dise bonjour. Pourquoi toutes nos affaires sont au garde-meuble? Pourquoi nos clés ne fonctionnent plus? J'ai éloigné le téléphone, la laissant râler 1 minute, puis j'ai coupé. Parce que c'est chez moi, et vous avez dépassé les bornes. Chez toi, a-t-elle reniflé. Tu réalises comme c'est chiant ce que tu fais. On a planifié ce voyage des mois, et on rentre là-dessus. Chiant. Tu veux parler de chiant. Parlons du fait que tu m'as volé mon argent exclu du voyage que j'ai payé et laissé ici pour garder une maison que tu traitais comme une poubelle. C'est comment ça comme chiant? Silence. Un instant, j'ai cru qu'elle comprenait. Puis elle a éclaté de rire sec et méprisant. Tu fais vraiment ton cinéma. Ce n'est pas comme si tu allais aimer ce voyage. Tu n'es pas du genre aventurière, Camille. On t'a rendu service? Un service? Ai-je répété la voix tremblante. Oui, a-t-elle dit comme si c'était évident. Maintenant, tu fais la gamine parce qu'on a utilisé ton argent pour quelque chose d'important. La famille s'entraide, tu te souviens. Bizarre comme ça ne marche que dans un sens, ai-je lancé. Continue de te croire victime, Élodie. Avant qu'elle ne réponde, j'ai raccroché. Ensuite, maman a appelé. J'ai failli laisser sonner, mais je savais qu'elle ne lâcherait pas. Camille, a-t-elle dit la voix agressive. Qu'est-ce qui t'a pris de jeter Élodie et Marc dehors? Ce sont de la famille. Ah oui, parce que eux n'ont pas agi comme de la famille en me volant mon argent et en me laissant de côté? Ne sois pas ridicule. Ils avaient besoin d'aide. Tu étais en position d'en donner, tu devrais être fier. Fier d'être un paillasson. Ai-je ri sans joie. Maman a soupiré comme toujours quand elle croit que j'exagère. Camille, tu déformes tout. Élodie et Marc traversent une mauvaise passe. Tu aggraves la situation en les mettant dehors. Tu veux qu'ils aillent tout. Je m'en fiche. Ce n'est plus mon problème. Bien sûr que si c'est ton problème, tu es égoïste. Camille, je ne t'ai pas élevé comme ça. Égoïste. Parlons-en. Élodie et Marc ont vécu des mois chez moi, sans rien payer, ont abîmé la maison, puis m'ont volé 5 000 €
Et toi et papa avez laissé faire. S'il y a une égoïste ici, ce n'est pas moi. Tais-toi, a lâché maman glaciale. Je ne discuterai plus. Arrange ça, Camille, maintenant. Elle a raccroché. Toute la journée, mon téléphone a continué de vibrer des messages, des appels, même Marc envoyant un texto passif-agressif sur la loyauté familiale. Je n'ai rien répondu. Le soir venu épuisé moralement, je me suis assise, j'ai pris le téléphone et j'ai envoyé un seul message sur le groupe familial. Je ne réparerai rien. La maison est à moi et ma décision est prise. Si vous voulez parler de loyauté, commencez par vous regarder dans la glace. J'ai mis mon téléphone en silencieux, l'ai posé sur la table et je suis parti. Pour la première fois depuis longtemps, je défendais ce qui m'appartient vraiment. Après une semaine, mon téléphone était silencieux. Plus d'appels, plus de messages. C'était presque étrange, mais tellement libérateur. Pour la première fois, je ne laissais plus le drame familial diriger ma vie. Qu'il me traite d'égoïste ou d'ingrate, je savais la vérité, je n'étais pas la méchante de l'histoire. Le lendemain matin, j'ai reçu un mail de l'agence immobilière. Ils avaient déjà commencé à chercher des locataires. Voir leur réponse, c'était une petite victoire. Élodie et Marc avaient peut-être traité mon héritage comme une résidence secondaire, mais je n'allais pas les laisser tout gâcher. À la nouvelle année, la maison était officiellement à louer. L'agence s'occupait de toute vérification des dossiers entretien-loyer. Moi, je n'avais plus qu'à laisser faire. Pendant ce temps, Élodie et Marc étaient retournés vivre chez mes parents. Je l'ai su par ma cousine Claire, qui ne sait jamais garder un secret. « Il squatte ton ancienne chambre », m'a-t-elle dit. Élodie râle déjà sur le manque de place dans l'armoire et Marc monopolise la télé. Ta mère devient folle. J'ai éclaté de rire. C'était mesquin, mais après tout ce qu'il m'avait fait les imaginer entassés dans mon ancienne chambre, c'était une vraie justice poétique. Les semaines ont passé, les messages familiaux se sont espacés. Maman appelait parfois, mais avec une lassitude nouvelle dans la voix. Camille, tu ne crois pas qu'il est temps de passer à autre chose? Élodie et Marc ont besoin de soutien, tu leur tournes le dos. Ils ne sont pas en difficulté, maman. Ils font juste face aux conséquences de leurs actes. Il y a une différence. Maman a soupiré. J'aimerais que tu vois les choses de leur point de vue. Je les ai vus pendant des années. Tout ce que ça m'a apporté, c'est un compte en banque vide et une maison pleine de leur bazar. Je suis fatigué de me plier en quatre pour tout le monde. Il est temps de penser à moi. Mais Hélène n'a rien trouvé à répondre. Mi-février, la maison était louée à un jeune couple qui attendait un enfant. Ils adoraient, le jardin promettait d'en prendre soin. Savoir la maison entre de bonnes mains m'a soulagé. Le loyer couvrait les impôts fonciers et plus encore. Pour la première fois depuis des années, je respirais financièrement. J'ai même pu m'offrir un week-end avec des amis. Rien de luxueux, juste un chalet dans les Alpes, mais c'était exactement ce qu'il me fallait. Pendant ce temps, la situation d'Élodie et Marc n'était pas si rose. Claire m'en donnait des nouvelles, que je le veuille ou non. Ils rendent tes parents fous. Élodie râle sans cesse sur ton injustice, Marc est d'accord. Je crois que ton père va craquer. Tant mieux, ai-je ri. Ils verront ce que ça fait de vivre avec elle à plein temps. Au printemps, Élodie avait arrêté d'essayer de me joindre. Je l'avais bloquée sur Instagram après trop de posts passifs-agressifs sur la loyauté et la famille. Les appels s'étaient espacés, même maman appelait moins souvent. Le plus drôle, c'est que je croyais que j'allais culpabiliser. Couper les ponts, tenir tête à Élodie, reprendre ma maison, je pensais que ça me pèserait, que je douterais de moi. Mais non, je me sentais plus légère. Un soir, assise sur la balançoire du porche de ma maison, loué un thé à la main, j'ai pensé à papy. Je me suis demandé ce qu'il dirait s'il me voyait aujourd'hui. « Je suis fière de toi, ma grande », l'imaginais-je dire comme quand j'étais petite. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression d'avoir fait quelque chose de juste. Pour moi. Pas pour faire plaisir aux autres ou correspondre à leurs attentes. Ça ne vous paraît peut-être pas énorme, mais pour moi, c'était comme respirer à nouveau après avoir été sous l'écho trop longtemps. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez eu un jour ce déclic où vous vous êtes dit « Cette fois c'est fini, je ne me laisserai plus marcher dessus ». Parce que c'est exactement ce que j'ai ressenti.